9h, 10h, l'actu c'est toi. Le monde change. Exprimez-vous. Adil Farkan. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, c'est parti, on est ensemble de 9h à 10h. Dans votre rendez-vous d'actualité, l'actu, c'est toi. Ce matin, au sommaire, à quelques jours du second tour des législatives. Parce qu'effectivement, autant le premier tour a été un fort taux d'abstention, autant le second tour, eh bien, on attend une mobilisation. Bon, c'est la question qu'on pose. À 9h05, Issia Kalfi, la candidate d'En Marche, qu'on avait reçue ici de la première circonscription des Hauts-de-Seine, eh bien, elle sera avec nous puisqu'elle est empêtrée dans une histoire concernant son suppléant qui est convoqué au tribunal de Nanterre pour une histoire d'agression sexuelle. On en parle ce matin. Également, dans le studio, sur le plateau, Luc Carvounas, qu'on avait reçu ici même, qui est le sénateur même d'Alfortville, candidat législatif. Il se retrouve au second tour dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Luc Carvounas, vous allez bien ? Oui, ça va très bien, merci. Tout va bien, l'état d'esprit ? Tout va très très bien. Super. Et puis vous, au 01 53 48 3000, comme vous le faites tous les jours, vous pouvez interpeller à la fois nos invités, puis commenter et réagir à l'actualité. C'est parti, l'actu c'est toi en toute liberté d'expression. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan. Il est 9h01, merci d'être avec nous et vous le savez dans l'actu c'est toi. Pour démarrer, eh bien c'est Nasser Ketan et son billet d'humeur. L'édito de Nasser Ketan. Bonjour mon cher Nasser. Bonjour Adil, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président du pays où vit la plus grande communauté musulmane d'Europe est en visite personnelle au pays du commandeur des croyants. Il y a fort à parier que le terrorisme et la crise qui secoue le Golfe, ce qui est un peu la même chose, seront au centre des entretiens. La famille sunnite s'entre-déchire sur fond de qui va laver plus propre, mais personne n'est dû. Dans cette région, tous sont émirs, tous sont commandeurs des croyants et tous invoquent leur fidélité orthodoxe au message de l'islam. Le découpage colonial leur a conféré à chacun un espace à partir duquel ils ont construit leur stratégie nationaliste, dogmatique et politique. Au premier rang duquel l'Arabie Saoudite, fort de son leadership paradoxalement pro-occidental adoubé par les États-Unis, fait la pluie et le beau temps en maintenant sous tutelle la plupart des protagonistes comme le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et qui mènent une guerre sans merci au Yémen qu'elle veut maintenir à sa botte. Le boycott et l'embargo visant le Qatar réclament officiellement, entre autres, l'arrêt du soutien aux frères musulmans et la mise au pas de la chaîne Al Jazeera, ainsi que le renoncement à une neutralité pro-iranienne que les dirigeants saoudiens exècrent. La Turquie hanbalite, qui n'a jamais porté dans son cœur le wahhabisme saoudien, crie haut et fort que l'attitude des gestionnaires des lieux saints est contraire à l'islam et installe dans la foulée une base militaire au Qatar. Dans ce tourbillon, l'Arabie Saoudite emporte dans son giron de nombreux pays africains, à l'instar de l'Égypte, du Sénégal, de la Mauritanie, et utilise les leviers considérables dont elle dispose. La manne financière, bien sûr, à travers sa banque islamique de développement, le chantage au pèlerinage à la Mecque, pour ne citer que cela. Dans ce chaos inter- et intra-musulman, de nombreux pays comme ceux du Maghreb, ou le Nigeria par exemple, tentent de temporiser et de chercher une médiation. Cette situation explosive peut elle-même engendrer déstabilisation, affrontement et donner naissance à d'autres formes d'extrémisme, voire de terrorisme. Toutes les médiations allant dans le sens de l'apaisement et d'un règlement concerté ne peut être qu'encouragée, et il y a fort à parier que la visite personnelle d'Emmanuel Macron s'inscrit dans cette dynamique. Merci mon cher Nasser, il est 9h04 précisément, qu'on retrouve dès demain dans l'actu c'est toi. C'était l'édito de Nasser Ketan. Et on apprend également ce matin, vous savez que les États-Unis ont signé un gros contrat avec le Qatar, énorme, qui s'élève à des milliards, voilà, le chiffre exact, je pense, il me semble-t-il, à 15 milliards. Luc Carvounas, d'abord, sénateur maire d'Alfortville, candidat au second tour. Peut-être une première réaction sur le billet d'humeur de Nasser Ketan ? Moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, évidemment, comme vos auditeurs. Oui, le président de la République, dans son déplacement aujourd'hui, est dans le droit fil de ce que tous les présidents de la République française ont mené en termes de relations avec le Maroc. Et je pense que la voix de la France est une voix importante justement pour l'apaisement dans cette région du Qatar, comme cela a été dit.
D'ailleurs, quel sentiment vous avez sur la situation du Qatar en ce moment? Vous, quelle est votre position? Si demain vous êtes élu député, Oui. Qu'est-ce que vous allez porter comme voix concernant le Qatar et puis évidemment qu'il soit pris par ses voisins? La voix que je vais porter, c'est celle, là aussi, de participer avec les autorités françaises à une diplomatie accrue pour, justement, dans la lutte qui est la nôtre en France contre le terrorisme, de faire en sorte qu'il y ait de l'écoute, du dialogue et pas de bras de fer pour le bras de fer. Je crois que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent. Luc Carvounas, vous êtes mon invité ce matin. Reste avec nous, vous êtes en direct dans le studio. Vous pouvez l'interpeller tout à l'heure au 01 53 48 3000. Vous, auditeurs, également sur la ville d'Affortville, Vitry. Enfin bref, il est dans précisément la 9e circonscription du Val-de-Marne sous l'étiquette du Parti Socialiste. Presque, vous êtes le rescapé du Parti Socialiste. Je suis sous l'étiquette de toute la gauche. Aujourd'hui, de toute la gauche. Je l'étais déjà la semaine dernière, sauf le Parti communiste. Depuis dimanche soir, le maire communiste de Vitry-sur-Seine appelle à voter sans équivoque comme le président du conseil départemental sur ma candidature. Pourquoi ? Parce que je suis la candidature de la gauche. Quand on nous parle qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, il y a un clivage gauche-droite. Et si vous me permettez, en introduction de cette émission, moi je veux profiter de votre antenne pour lancer un appel à celles et ceux de Vitry-sur-Seine et d'Alfortville qui nous écoutent, aux jeunes, à ceux dont on nous dit toujours qu'ils ne participent pas à la vie citoyenne. S'ils y participent, moi je le vois au quotidien comme maire d'Alfortville. Et à ceux-là, je vais leur dire, s'ils veulent avoir demain un député de gauche, un député petit-fils et fils d'immigrés, je suis binational, français et grec. Je suis né à Alfortville, je m'interdis pas d'aller ici ou là, partout, parce que je veux faire en sorte que d'autres enfants comme moi puissent, au travers de l'école de la République, réussir. Moi, je leur dis tout simplement, si vous voulez qu'on réussisse collectivement, allez voter dimanche prochain. C'est vrai qu'il y a eu un fort taux d'abstention. L'abstention est l'ennemi dans cette bataille électorale. Nous sommes deux villes populaires et dirigées par deux maires de gauche. Je ne peux pas imaginer un instant qu'il y ait une députée de droite demain dans cette circonscription. Face, je le rappelle quand même, on est obligé de le dire, face, vous avez obtenu 20,5 contre 29,2 pour Gaëlle Marceau, votre rivale, la candidate de La République En Marche. On en parle tout à l'heure. D'accord. Je vais recevoir une autre invitée. Vous savez, elle est avec moi. Elle était même d'ailleurs il y a quelques jours ici même sur le plateau, en direct avec nous dans l'Actu C'est Toi. Il s'agit d'Issia Kalfi, la candidate dans la première circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir Issia Kalfi. Bonjour Issia Kalfi. Merci d'être avec nous. Alors dites-moi, je vais parler d'une affaire qui vous concerne. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde ne parle que de vous depuis quelques jours, pour une raison toute simple, c'est-à-dire que votre suppléant En Marche du 92, lui sera bientôt jugé pour agression sexuelle. Il s'appelle Alain Brevet. Vous avez fait un communiqué. Est-ce que vous pouvez nous parler? Que s'est-il passé? Ça vous a échappé, ça, Issia Kalfi? Ça m'a plus qu'échappé. Nous n'étions absolument pas au courant puisque, comme le confirme Alain Brevet lui-même, il n'avait parlé de cette affaire à personne, ni à La République En Marche, ni à moi. Donc vous vous doutez bien que j'étais loin de l'imaginer. Il l'a caché? Oui, enfin il l'a caché, il ne nous l'a pas dit. Du coup, dès que nous l'avons appris, nous avons pris la mesure qui s'imposait, non pas parce qu'il est accusé, ce sera au tribunal de déterminer s'il est coupable ou non. Pour le moment, il n'a rien. Il est convoqué devant le tribunal de Nanterre. C'est ça. Et ce sera au tribunal. Moi, vous savez que je suis une femme de droit, je suis avocate, donc je respecte la présomption d'innocence et je considère que ce sera au tribunal de statuer sur ces faits et de décider s'il est coupable ou non. En revanche, il a été exclu de la campagne justement pour nous avoir dissimulé cette information, de ne pas avoir été transparent. Et notre réaction a été immédiate. Nous l'avons exclu et nous avons communiqué sur le sujet parce que nous sommes un mouvement de transparence et de sincérité. Il est exclu, mais il reste le suppléant, votre suppléant. Parce que le code électoral ne nous permet pas d'en changer. La loi l'interdit. Vous le regrettez, ça, par exemple ? Je regrette que ça puisse troubler la campagne et que ça puisse troubler nos électeurs. C'est quand même Enfin, ça vous entache, ça, quelque part. Vous êtes avocat, alors j'emploie les termes aussi juridiques. Ça vous entache, c'est quelque part un énorme caillou, là, qui vous... Qui trace, là, qui va vous suivre sur ce second tour? Alors moi, je ne trouve pas que ça nous entache particulièrement puisque nous sommes retournés sur le terrain immédiatement, nous avons continué la campagne et les gens savent faire la part des choses. Ils ont bien compris que nous n'étions pas responsables de la situation, que nous n'étions pas au courant, ce qui est confirmé par Alain Brevet et par son avocate. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer
l'intelligence des gens et leur capacité à faire la part des choses. Vous avez fait un communiqué de presse qui est très clair d'ailleurs. J'imagine que votre hiérarchie, c'est-à-dire l'état-major d'En Marche, sont au courant. Comment ont-ils réagi ici à Calfi ? Ils en ont été informés immédiatement. Et ils ont réagi de la même manière que moi, c'est-à-dire nous prenons nos responsabilités, nous n'étions pas au courant et puis on dit la vérité tout simplement. Alors cette situation, est-ce qu'elle change votre second tour finalement, votre stratégie ? Est-ce qu'elle vient freiner votre détermination par exemple ? Pas du tout, au contraire, nous sommes d'autant plus déterminés que nos adversaires essaient de faire feu de tout bois. Ça a resserré nos équipes de marcheurs, créé une vraie solidarité et nous continuons notre campagne avec la même énergie et la même détermination. La même détermination, c'est-à-dire, ça se traduit par quoi pour ce second tour par exemple ? Comment vous rassurez celles et ceux que vous rencontrez quotidiennement, puisque du matin au soir, me semble-t-il, vous êtes présente sur le terrain ? Exactement. Alors on continue sur le terrain, on va à la rencontre des gens, on répond à leurs questions et encore une fois, on a très peu de remarques sur cette affaire puisque les articles de presse sont très clairs. Ma position et celle de mon suppléant sont très claires également. Donc on gère la situation de cette manière-là avec sincérité et honnêteté. Donc votre engagement sans faille, un engagement sans faille. Sans faille, sans faille. Dites-moi, on continue de porter le projet. Vous continuez de porter le projet. Qu'est-ce qui va se passer durant aujourd'hui et demain ? Parce que samedi, n'en parlons pas. De toute façon, vous ne pourrez plus continuer à faire campagne. Que va-t-il se dérouler entre aujourd'hui et demain ? Comment comptez-vous vous y prendre pour aller chercher cette victoire vous concernant dans les Hauts-de-Seine, dans la première circonscription ? Nous allons à la rencontre de tous les quartiers, notamment ceux qui ont fait preuve d'abstention. Nous allons à la rencontre des gens partout où ils se trouvent. Nos équipes sont très engagées et sur le terrain du matin au soir. Nous recevons ce soir Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge du handicap, qui vient nous soutenir et vient à la rencontre... Elle vient vous soutenir, vous ? Elle vient me soutenir moi et puis surtout c'est un sujet très important sur ma circonscription au sujet duquel nous sommes beaucoup interrogés et donc elle viendra à la rencontre des habitants sur ce sujet. Est-ce que vous m'aviez dit ici sur ce plateau, vous êtes plus que jamais en tout cas animé par une chose, porter le renouveau. C'est toujours d'actualité ? Oui. Plus que jamais, je pense que sur le terrain, et au niveau national, c'est ce que les Français ont montré. Ils ont envie de renouveau, ils ont envie de donner une chance au président de la République et à son projet. Et dans ma circonscription, en tout cas, ce dimanche, ils ont le choix entre la vieille politique, des candidats qui cumulent les mandats, les vieilles pratiques politiciennes, et le renouveau, quelqu'un issu de la société civile, d'un mouvement qui prône l'ouverture. C'est le choix qui se posera pour les électeurs dimanche. Eh bien merci. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ce sera le mot de la fin, celles et ceux qui vous écoutent dans votre première circonscription des Hauts-de-Seine. J'ai envie de leur dire de se mobiliser, d'aller voter dimanche, c'est important, de donner leur voix, de donner leur voix notamment à une candidate qui leur ressemble, qui est issue de chez eux et qui saura porter la voix de la circonscription au sein de l'Assemblée nationale, au-delà de toute politique professionnelle et tout cumul de mandats. Merci Isia Calfi, vous êtes la candidate, je le rappelle, pour La République En Marche dans la première circonscription des Hauts-de-Seine. Merci d'être intervenue sur l'antenne. Merci à vous. Merci de nous avoir apporté cet éclairage concernant votre suppléant. Il est 9h, bientôt 14. On va marquer une courte pause. On retrouve notre invité sur le plateau. Ici même dans les studios, il s'agit de Luc Carvona. Si vous souhaitez d'ailleurs réagir concernant cette affaire, vous savez, il y a un seul numéro. 01 53 48 3000. Partout en France, vous nous appelez, vous réagissez ou vous interpellez également notre invité Luc Carvonas. A tout de suite. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Le monde change. Exprimez-vous. Adil Farkan. Il est 9h23, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et surtout 01 53 48 3000. On va recevoir Ayoub de Vitry dans une poignée. Ah bah tiens, Vitry justement, c'est votre circonscription. Ouais. Vous pouvez appeler au 01 53 48 3000, c'est parti. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan. Mon invité sur le plateau, Luc Carvounas, sénateur-maire, Parti Socialiste d'Alfortville, candidat aux législatives dans la 9e circonscription. Et vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste pour les législatives. Peut-être avant d'accueillir notre auditeur, une réaction à la candidate d'En Marche ?
Oui, j'ai écouté ce qu'elle nous a dit. Elle est finalement la victime du système de La République En Marche. Quand vous recrutez par CV des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas d'histoire commune, et que 9 personnes dans une salle choisissent qui va être député titulaire et suppléant, et parce que vous connaissez pas, vous arrivez avec des candidats de la société civile qui ont des sujets de faits divers de la société civile. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que dans cette première circonscription des Hauts-de-Seine, il y aura un bulletin de vote avec une jeune avocate qui est candidate et visiblement un suppléant qu'elle renie. Je la plains parce que si elle est élue, vous savez ce qui va se passer pour elle ? J'imagine, parce que je l'ai écoutée, elle a une forte éthique, elle a eu raison de l'exclure de sa campagne, mais le code électoral est ainsi fait. Elle ne pourra ni devenir ministre, ni recevoir une mission parlementaire, parce que cela voudrait dire que ce monsieur devient député. Dites-moi, vous êtes en train de nous dire quelque chose de sous-jacent là, quelque part. Vous êtes en train de nous dire que tous les candidats d'En Marche, finalement, c'est un peu léger. Tous les candidats d'En Marche... mais c'est ce que je comprends. Écoutez, la candidate en face de moi a commencé sa campagne il y a 3 semaines et demie, elle savait même pas qu'elle serait candidate. Donc comment vous voulez structurer un discours au plus près des populations pour les représenter et avoir une vision globale pour être une voix forte à l'Assemblée nationale ? Ça ne peut être que léger quand vous avez 14 000 CV comme dans une grande entreprise qui tapent à la porte d'une structure pour réussir à cocher une nouvelle case sur un CV. On va accueillir, alors on va parler de Bayrou, on va parler de vous, on va parler de votre projet, de ce second tour qui vous concerne, pour aller chercher cette victoire vous concernant. Et puis vous êtes quelque part le rescapé, tout le monde le dit, tous les médias, partout où j'ai lu évidemment vous concernant, on parle d'un rescapé. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot ? On va accueillir, vous savez quoi, Ayoub de Vitry. Bonjour Ayoub. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est votre question ? Est-ce que vous avez envie d'interpeller le futur peut-être député qui s'inscrit dans votre ville ? Oui, en fait, j'avais une question pour monsieur le maire. Ça fait depuis maintenant, j'ai 25 ans, ça fait 25 ans, je vis à Vitry-sur-Seine, 23 ans bientôt, et je travaille depuis 4 ans à Alfortville, je suis un jeune actif, je me suis marié, tout ça, mais en fait, c'est aux questions niveau logement. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait faire monsieur le maire depuis les niveaux logement à Alfortville, parce que je n'arrive pas à trouver de logement. Je suis maintenant parti dans le 91, mais je suis toujours dans la circonscription à Vitry, et je voulais savoir, je vous suis sur Twitter, j'aime bien beaucoup ce que vous dites sur la gauche, une gauche rassemblée. Moi je veux toujours croire en la gauche, mais je voulais savoir niveau logement, qu'est-ce que ça va changer ? Écoutez, sur le logement, c'est une excellente question, monsieur, bonjour, et c'est la question qui doit nous préoccuper quand on est maire, pouvoir d'achat, logement, services publics, petite enfance, etc. Si vous travaillez sur la commune d'Alfortville, vous avez dû remarquer que nous sommes une des rares villes en Val-de-Marne qui produit beaucoup de logements sociaux. C'est une moyenne de 250 logements par an. J'ai requalifié entièrement le quartier d'Ichantraine, quartier en renouvellement urbain, qui est un dossier depuis 2005. Donc nous avons installé une société coopérative pour le parcours résidentiel. Moi, je suis un maire qui, aujourd'hui, comme le maire de Vitry d'ailleurs, nous avons très largement plus de 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a une très forte demande. Il faut 70 000 logements à l'année en Île-de-France pour répondre à des demandes comme vous, monsieur. Et il faut que nous ayons demain à l'Assemblée des voix fortes par rapport au détricotage qui a déjà commencé en Île-de-France avec Valérie Pécresse, qui ne nous donne plus à une ville comme la mienne d'aide à la pierre parce que justement elle considère que je fais trop de logements sociaux. Donc on préfère le vice à la vertu, et il va falloir que l'on puisse avoir des remparts, une vraie opposition. Et ça peut... Le cas d'Ayoub, comment vous voyez son issue ? Le cas d'Ayoub, moi je le connais pas, il habite Vitry-sur-Seine, j'imagine qu'il a fait un numéro de dossier unique désormais pour demander un logement. Je connais pas la situation, je peux pas en parler, je veux pas rentrer dans des débats. Oui, bien sûr, c'est pas le qui fait du clientélisme, c'est pas le sujet, mais voilà, il m'interpellait sur qu'est-ce que je fais en matière de logement. Je crois que nous faisons beaucoup. Vous savez, l'histoire du logement social en France s'inscrit dans des pans de quartier entiers de la ville d'Alfortville. Nous avons toujours été à ce rendez-vous-là, mais pour continuer à être à ce rendez-vous-là, il faut aussi des lois votées à l'Assemblée nationale qui aident des villes comme Alfortville et Vitry pour produire du logement. Vous comptez vous rendre dans les urnes dimanche prochain, Ayoub ? Vous êtes un jeune électeur. Oui, c'est ça. Et moi et toute ma famille, on a toujours voté la gauche, surtout sur Vitry, on a voté les communistes tout le temps. Mais en fait, dès que je me lance dans la vie active, ça fait 4 ans, je travaille, vous devez connaître, pour Chinagora à Alfortville. Oui, bien sûr. Et 4 ans, j'ai posé un dossier, on me demande d'attendre moins 3 ans et demi. Donc pour les jeunes actifs, là je me retrouve maintenant jeune marié dans le 91. Ouais. Je me trouve loin de mon travail, ma compagne aussi se retrouve très loin de mon travail.
Et vraiment, au niveau logement, on me demande d'attendre minimum 36 mois. Écoutez, moi aujourd'hui, je suis le candidat de toute la gauche, y compris le candidat du maire communiste de Vitry-sur-Seine. Si vous voulez qu'on parle hors antenne plus près de votre dossier, vous savez que j'ai ouvert un QG au 119 avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine. Je me suis installé à Vitry-sur-Seine pour montrer mon envie de travailler au plus près des habitants de Vitry-sur-Seine. Donc si vous le souhaitez, passez me voir. Voilà. Voilà, Laurent. Merci. Voilà. Merci Ayoub pour votre intervention. On va accueillir Fatima. Beaucoup. Merci Ayoub. Fatima de Paris. Bonjour Fatima. Bonjour Adil. Bonjour. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, interpeller votre invité. Oui, absolument. Luc Carvounas, il vous écoute. Moi, j'habite pas à Alfortville, mais moi, je le trouve, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, de mauvaise foi. Quand on a perdu, on dit pas du mal de l'adversaire. Si les Français ont mis ou vont mettre presque 500 députés sur Macron que les gens ne connaissent pas, ces députés ne connaissent pas, c'est parce que les socialistes, en particulier, les communistes et la droite, elle n'a rien fait depuis toutes ces années. Ils se sont habitués à leur confort, à ceci, à cela, et donc ils ont été balayés. Alors au lieu de vous remettre en question, je ne parle pas que de vous, monsieur, excusez-moi, au lieu que la gauche se remet en question, au lieu que des têtes tombent pour avoir mis le Parti socialiste à ce niveau, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on dit du mal de l'adversaire. Ce matin, j'ai entendu dans une radio un communiste qui a distribué à tout va et qui a promis à tout développement à tout le monde et qui a été battu dans le 18e, et c'est très bien, comme quoi les personnes qui vont à l'Assemblée, c'est des chèvres. Alors nous, on préfère des chèvres à des personnes qui ne font rien et des roublards. Ah voilà, pas vous, merci. Je ne parle pas de vous, mais il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il a bien saisi. Alors, merci. Je vous remercie, Adil. Merci Fatima pour votre intervention. Qu'est-ce que vous répondez à cette audition? Déjà, que nous saurons dimanche prochain si nous avons perdu, à quel niveau nous avons perdu. Moi, je suis en campagne, je ne considère pas avoir perdu. Ensuite, je dis à cette dame que je suis un enfant d'Alfortville. Elle ne connaît pas Alfortville. Et moi, j'attends pas une campagne électorale pour découvrir les problèmes des gens. Je vis avec eux. Et donc, c'est parce que je vis avec eux que je m'accroche pas non plus à mon fauteuil de maire. Je suis maire que depuis 5 ans, sénateur 6 ans. Peut-être qu'elle s'adressait au porte-parole du PS, justement. Oui, mais cette remise en cause, est-ce que vous la faites, vous, au sein du Parti Socialiste? Bien sûr, je la fais de manière très libre, mais parce que je représente une génération qui aspire justement à la refondation. Et moi, je joue collectif. Contrairement à certains aujourd'hui du gouvernement d'Emmanuel Macron, une forme d'alliance de la carpe et du lapin. Bon, voilà. Alors, comment vous expliquez, monsieur Luc Carvounas? Comment expliquez-vous? Est-ce qu'on a une explication? Tous les poids lourds, les ténors, etc. du Parti Socialiste sont tombés. Un à un, exit, merci, au revoir. Au premier tour. Vous êtes un peu le rescapé, vous. On a une explication. Vous pouvez pas me dire aujourd'hui que le PS, non, il continue à vivre, il est là. Ils sont tombés pour une bonne raison. Ils sont tombés parce que beaucoup d'électeurs de droite traditionnels et d'électeurs du Parti Socialiste ont voté pour les candidats de La République En Marche. Depuis 10 ans, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous avez eu pendant 5 ans un président Sarkozy qui a été élu pour faire une politique de la droite républicaine et qui a flirté avec l'extrême droite. Ensuite, vous avez un président socialiste élu par une majorité de gens socialistes et pour faire une politique socialiste pendant 5 ans et qui perturbe tous les repères de cet électorat de gauche avec la déchéance de nationalité vis-à-vis de laquelle je m'étais érigé contre, et aussi vis-à-vis de la loi de travail El Khomri. Et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, je n'ai pas voté la loi El Khomri au Sénat et j'ai même déposé des amendements pour renforcer le point des syndicats. Quand on floute les repères à droite et à gauche et que quelqu'un vient vous dire je suis et de droite et de gauche, essayons une expérience. La vie des Français, c'est pas une aventure. La vie des Français, c'est pas de faire un essai. Et moi, je constate surtout que ce matin, 62% des Français interrogés dans un sondage considèrent que là, ça va trop loin. Il y aura trop de députés. Parce que 450 députés, moi, je les appelle pas des chèvres, c'est les Français qui choisissent. On est en démocratie. C'est l'élection qui choisira son député. Mais 450 députés, dont le premier acte politique sera d'aller dire au gouvernement de droite d'Édouard Philippe, nous, on ne va pas travailler au Parlement parce qu'on va vous laisser le droit de légiférer par ordonnance. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous ne vous mobilisez pas dimanche prochain, alors l'Assemblée nationale... Mais la faute à qui? L'Assemblée nationale... Mais je viens de vous le dire. Oui, je viens de vous dire la faute à 2 présidents successifs. Oui, vous avez raison, mais beaucoup d'auditeurs considèrent aujourd'hui, notamment Fatima, l'auditrice, pardon, mais j'insiste là-dessus, mais moi, tous les matins, je le vis ici, par exemple, dans l'Actu C'est Toi. Oui. Tous les matins, les auditeurs, si vous voulez, se sentent vraiment fait avoir quand on parle du Parti Socialiste, par la gauche. Vous voyez que j'ai un... Donc, je préfère vous interpeller. D'accord, mais vous voyez que moi, j'ai un langage de vérité.
Je sais où tirer les enseignements de nos erreurs. Sauf que nous le ferons dès le 19 au matin. Vous me dites la faute à qui? Je vous dis de 2 présidences qui ont flouté tous les repères. Moi, j'ai un discours de vérité. Moi, je sais où est ma maison, qui a 2 maisons par la raison. C'est certainement pour cela, dans cette proximité qui est la mienne avec les Alfortvillais, que je suis arrivé en tête dans ma ville par rapport à la République en marche. Il y a une gauche française dans ce pays. Elle pèse 30%. Elle existe en Val-de-Marne. Elle existe à Vitry-sur-Seine. Elle n'est pas morte? Elle est loin d'être morte. Et cette gauche française, elle va s'adosser sur des parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, cette gauche française, et moi je l'ai dit dès lundi matin, j'appelle tous les électeurs de la gauche à venir se mobiliser dimanche soir, partout où il y a un candidat de gauche, qu'il soit un candidat de la France Insoumise, un candidat socialiste, un candidat communiste, il faut qu'ils votent pour cela, contre les candidats de la République. Vous parlez de l'hémicycle, vous parlez de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale va refléter prochainement, là, dimanche, si ça se confirme, et quand on regarde les sondages, si ça se confirme, une majorité intégrale absolue, peut-on finalement considérer que... peut-on même parler d'ailleurs d'une démocratie? Est-ce que cette démocratie existera-t-elle finalement? C'est la démocratie, les gens ils choisissent, ils votent. Mais ce que je suis en train d'expliquer à votre antenne... Donc plus de débat. C'est qu'il n'y aura pas de débat. Le fonctionnement même de la démocratie, celui du débat politique, s'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, le débat il va se déplacer ailleurs, il va se déplacer dans les conflits sociaux, dans la rue, dans les territoires, il va se déplacer ailleurs si les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. Moi demain je suis élu député, je le dis, je voterai pas la confiance à Édouard Philippe. Est-ce que je serai un député d'opposition et vigilant? Oui. Et donc, je demande à chacun... Vous serez clairement un opposant, donc. Je serai dans l'opposition. S'il faudra voter des lois qui vont dans le bon sens, dans l'intérêt général... C'est pas ce que dit votre patron Cambadélis. Oui. Bon, on verra, de temps en temps on sera opposant, de temps en temps on sera avec En Marche. Mais c'est moi que vous interrogez. Moi, je sais... Qui a 2 maisons perd la raison. Moi, je ne cautionnerai pas l'augmentation de la CSG qui va pénaliser 8 millions de retraités et 5 millions de fonctionnaires. Je ne cautionnerai pas la casse du Code du travail par ordonnance. Je ne voterai pas la loi d'habilitation. Je ne cautionnerai pas l'école à 2 vitesses, selon que vous êtes dans une ville riche ou dans une ville pauvre. Mince, il faut qu'à un moment donné, on tienne un vrai discours, que les gens ouvrent les yeux. Vous êtes en train de quoi? De nous alerter là ou quoi? Vous êtes en train de nous sensibiliser? Vous êtes en train de nous dire que dans les mois à venir, on va vivre peut-être certaines catastrophes? Je suis en train de dire, quand on parle de travail, puisque vous me tendez le micro, qu'il va y avoir de grosses déconvenues, parce que l'opinion publique ayant empêché le 1er décembre dernier François Hollande de se représenter à cause notamment de la loi El Khomri, elle n'a pas changé, cette opinion publique. Quand elle va voir que c'est la fin des 35 heures, quand elle va voir qu'on va permettre en entreprise de donner les critères de licenciement, il faut que les gens se rendent compte que c'est une loi puissance 1000 qui se prépare. Il faut que les gens de gauche se mobilisent. Un électeur sur 2, ce n'est pas suffisant pour envoyer des femmes et des hommes de gauche pour faire ce combat politique. On continue à en parler, on continue. Luc Carvounas, vous êtes notre invité. 01 53 48 3000. On marque juste une courte pause publicitaire. On se retrouve, on parlera de l'affaire Bayrou brièvement, sans s'étaler, mais surtout de vous, ce second tour. Comment va-t-il se jouer? 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Le monde change. Exprimez-vous. Adil Farkan. Il est 9h47, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. 01 53 48 3000. Luc Carvounas, le sénateur-maire du Parti Socialiste d'Alfortville et candidat aux législatives dans la 9e circonscription et le porte-parole du Parti Socialiste pour les législatives est avec nous. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan. Luc Carvounas, on va encore prendre juste quelques auditeurs. Oui. Je sais qu'il y a une priorité, c'est de parler aussi de ce second tour. Yasmina de Perpignan. Bonjour Yasmina. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous. Bonjour à monsieur le sénateur. Bonjour madame. Auditeurs. Voilà. Effectivement, donc j'ai rebondi un petit peu sur ce qu'a dit votre invité. Je fais partie peut-être des espèces rares aujourd'hui, c'est que j'ai horreur de tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Ce que nous a démontré M. Macron, c'est que il a surfé sur un mécontentement en essayant de apporter une nouvelle vision de la société, en donnant plus d'investiture à des gens issus de la société civile, entre parenthèses. Mais pour moi, quelqu'un qui soit issu de la société civile, il faut qu'il ait au moins milité dans sa vie ou a été dans le milieu associatif pour mieux être au plus proche de ses concitoyens. Et puis pour moi, le Parlement, c'est aussi le contre-pouvoir du gouvernement.
pour la simple raison que c'est un moyen d'expression. Moi, je considère que mon député, c'est mon porte-parole, mon porte-couleur, et que son devoir premier, ce n'est pas servir son parti, mais c'est servir ses électeurs. C'est-à-dire, moi, je veux envoyer un chien de garde au Parlement qui, à la moindre chose me concernant dans ma petite circonscription, il sort les crocs. Tellement malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas eu de débat projet contre projet. Les gens se sont emballés sur les étiquettes politiques. Parce que justement, il y a très intéressant, effectivement. Il y a eu les affaires, il y a eu ça a été Macron quelque part, ça a été comme une boule d'oxygène. Les gens ont dit oui, on va y aller, mais seulement qui est Macron? Justement, c'est toute la question. C'est toutes les questions qu'on va se poser dans les prochains mois. Merci de votre intervention, Yasmina, qui est très pertinente. Merci à vous de Perpignan. Vous souhaitez réagir peut-être? Je trouve que Yasmina a une extrême lucidité sur ce qui est en train de se passer et elle a raison. Il faut des chiens de garde et moi je veux être ce chien de garde pour les villes que je connais si bien, Vitry-sur-Seine et Alfortville. Parlons-en justement. Une question d'actualité. Bayrou qui provoque le premier couac du quinquennat. Vous savez, ce premier couac, on en parlait de ces quelques échanges par médias interposés entre le Premier ministre, le garde des Sceaux, François Bayrou qui veut rien entendre, François Bayrou absolument qui surtout lui dit si j'ai des choses à dire, je le dirai. Voilà, en gros, je reprends sa phrase. Chaque fois qu'il y aura des choses à dire, je le dirai. En gros, je vous pose la question, elle est très simple. Le garde des Sceaux, François Bayrou, il est indispensable aujourd'hui? Déjà, je vais vous dire que François Bayrou est un menteur. Parce qu'il a menti aux habitants de Pau. En 2014, il leur a dit droit dans les yeux, si vous m'élisez maire de Pau, c'était le rêve de sa vie, je ferai tout le mandat, je m'occuperai que de vous. Elle est où la moralité là pour un garde des Sceaux qui porte la loi sur la morale de la vie publique? C'est un menteur. Ensuite, c'est le premier couac, ce sera pas le dernier. Parce que François Bayrou pense avoir un canal direct avec le président de la République. D'ailleurs, il croit même qu'il a été élu, le président de la République, grâce à François Bayrou. François Bayrou, il va juste se rendre compte qu'avec 450 députés de la République En Marche, même ses 40 députés du MoDem, alors ça sera une belle martingale financière pour lui, pour son parti, mais il ne pèsera rien. Et moi, je crois que François Bayrou, dont je n'ai entendu, alors que je le sollicitais sur le sujet, rien dire sur monsieur Ferrand, Richard Ferrand, rien. Donc sur l'échelle de ses valeurs de moralité, je ne sais pas sur des dossiers aussi concrets que ceux-là ce qu'ils pensent. Voilà. Donc vous savez, ce sont toujours ceux qui donnent les plus grandes leçons de morale. Il ferait bien de regarder d'abord chez eux. Parlons de vous. Parlons de votre circonscription, précisément la 9e circonscription du Val-de-Marne. Dites-moi, monsieur Luc Carvounas. Alors, vous dites qu'il faut tous les candidats de gauche qualifiés au second tour, en tout cas vous concernant, vous dites qu'il faut... Les électeurs, pardon. Vous dites qu'il faut rassembler. Ça veut dire quoi, rassembler les électeurs de gauche? Moi, ma vie politique, je l'ai construite sur l'union de la gauche. Je dirige avec toutes les forces de gauche ma ville d'Alfortville. Le département du Val-de-Marne, nous le dirigeons avec toutes les forces de gauche. J'ai été élu sénateur en faisant pour la première fois comme tête de liste la liste d'union de toute la gauche en Val-de-Marne. L'union de la gauche, c'est mon ADN. Et la gauche, elle est forte que quand elle se rassemble. Nous avons eu des divergences et des différences, mais moi, j'appelle à chacune et à chacun de se rassembler dimanche prochain pour le seul sujet qui doit prévaloir. Est-ce que vous voulez une 450e députée qui est totalement inexpérimentée, qui n'a même pas pris la peine de s'inscrire sur les listes électorales de Vitry ou d'Alfortville? Vous parlez de Gaël Marceau. Voilà. La candidate de République En Marche. Ou est-ce qu'ils veulent un citoyen qui leur ressemble, qui vit avec eux, qu'ils côtoient au quotidien? Voilà, c'est un discours de vérité que je tiens. Je fais ce pari qui est un pari audacieux au nom de ce collectif d'aller représenter nos deux villes à l'Assemblée nationale. On me dit renouvellement. Mais attendez, si je ne suis pas le renouvellement à 46 ans, je n'aurais été, si je suis élu maire que depuis 5 ans, sénateur que depuis 6 ans. Moi, je m'accroche pas à un fauteuil. Contrairement au parcours politique de Jean-Yves Le Drian. D'ailleurs, vous l'avez dit, en cas de victoire, si vous êtes élu député, vous dites vous lâcherez la mairie. Je deviendrai, c'est la loi, on l'a voté, je deviendrai conseiller municipal. On lâche pas sa ville. Moi, je resterai dans le collectif au sein du conseil municipal à apporter ma valeur ajoutée, mon savoir-faire, mon expérience. J'ai été élu en 2014 avec le projet que je portais à 59%. Il est hors de question que je quitte ma commune. Donc, je continuerai autrement et je continuerai surtout sur les vrais sujets. Moi, demain député, qu'est-ce que je fais? Je me battrai au plus haut niveau de l'État pour conserver nos 2 commissariats. Député, je me battrai sur les questions de logement, on l'a évoqué. Député, je me battrai pour le pouvoir d'achat, sur des
sur le RERD, pour aller au plus haut niveau des pouvoirs publics, dire que ça ne va pas par rapport aux travaux de la gare du Grand Paris. Voilà, on est dans du concret là. J'invite toutes celles et tous ceux, je suis le seul candidat sur les 15 à avoir proposé clairement des choses de la gauche pour vous soutenir. La gauche est automatiquement rassemblée dès dimanche soir. Dans les salons de la mairie de Vitry-sur-Seine. Mon ami Jean-Claude Kennedy a appelé à se rassembler derrière moi. Vous dites d'ailleurs une déclaration. Si je devais choisir un candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat soutenu par Édouard Philippe, moi je soutiens le candidat de la gauche, le candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Encore heureux. Oui. Encore heureux. La gauche, elle est diverse, elle est variée. Non, mais ma question, elle est la suivante. C'est pourquoi vous avez fait ce type de déclaration ? Parce que je veux... Qu'est-ce que vous vouliez dire derrière ? Qu'est-ce qu'il y avait de... parce qu'il y a des électeurs... Parce que c'est très nuancé ce que vous dites, hein. Non, je ne crois pas. Je crois que je suis très clair. Il y a des électeurs aujourd'hui de gauche, et notamment des socialistes, qui ont voté pour la candidate de la France Insoumise. Moi, j'appelle au rassemblement, derrière aux valeurs de gauche. J'appelle de savoir si on veut pour Renaud Deville une députée de droite qui ne fera rien. Voilà, donc il faut être sans équivoque. J'espère qu'il y aura des femmes et des hommes de gauche à l'Assemblée. Et j'appelle même, si nous sommes élus, à nous mettre dans un même groupe. Il faudra que cette gauche soit forte et il faudra que cette gauche ait une voix. Et j'essaierai d'y contribuer. Vous lancez donc un appel là sur nos antennes, dans l'Actu C'est toi sur BFM, un appel au rassemblement de tous les électeurs. De tous les électeurs. Tous les électeurs, et j'ai vu... y compris de droite ? De tous les électeurs de gauche. Qui a deux maisons perd la raison encore une fois. 38% de taux de participation à Vitry-sur-Seine, 50%, on peut pas s'en satisfaire. Et je vois que la gauche, si elle se rassemble, nous serons très largement devant dimanche prochain. Mais il faut qu'elle se rassemble, il faut qu'elle vienne voter. Vous dites que si vous êtes élu, en tout cas député, si la victoire se précise pour vous dimanche prochain, vous dites que de toute façon, moi, si je me retrouve dans l'hémicycle, le refus des ordonnances de la loi des travail, de l'augmentation, enfin bref, vous dites la priorité à l'éducation, à l'écologie, etc. Toutes ces questions seront à l'ordre du jour, aussitôt élus ? En tous les cas, la première chose qui va être à l'ordre du jour, c'est la casse du Code du travail, on en parlait tout à l'heure. La première chose qui va être demandée par le président Macron et Édouard Philippe, c'est donnez-moi les pleins pouvoirs pour changer toute votre vie quotidienne sans vous, sans les parlementaires que vous aurez élus. Parce que le Code du travail, c'est évidemment la sécurité de l'emploi, le parcours professionnel, mais c'est la vie quotidienne. C'est le travail le dimanche ou pas, c'est le fait religieux dans le travail, la laïcité dans le travail, c'est toutes ces questions de société. Et vous allez laisser sur ces questions-là des hauts fonctionnaires pendant que 450 députés inexpérimentés vont croiser les bras. J'ai une question, Luc Carvounas. Où vous allez chercher cette énergie ? Pour quelle raison ? Mais parce que je dois tout à l'égalité, encore une fois, et à l'école de la République, à mes parents évidemment. Je suis un fils d'ouvrier. Rien ne me prédestinait à faire de la politique et à me battre pour le collectif dans cette ville qui m'a vu naître. Je peux pas, je me résous pas à voir tout ce qui est mon ADN, mon histoire, se faire balayer comme cela au travers d'une seule élection, aussi cardinale soit-elle, l'élection présidentielle. Oui, j'ai de l'énergie. Et cette énergie, je vais la mettre au service des Vitriaux et des Alfortvillais. Et je sais que ce message va porter, je le vois depuis une semaine, et je donne rendez-vous dimanche soir pour cette belle victoire. Est-ce que, en 10 secondes, parce qu'on doit rendre l'antenne, est-ce que Luc Carvounas voulait faire partie de cette nouvelle génération qui veulent rebâtir le Parti Socialiste ? Écoutez, je suis déjà dans cette génération, mais pour cela, rassemblons-nous. Vous voulez le pouvoir ? Mais non, je suis dans un collectif. Si je voulais le pouvoir, je m'accrocherais à mon fauteuil de maire. Je suis dans un collectif. Et il faut que la gauche qui existe dans les territoires, qui pèse encore lourd en France, il faut que cette gauche réapprenne à dialoguer ensemble, réapprenne à inventer un projet commun et réapprenne à faire en sorte que notre électorat qui nous a tourné le dos puisse à nouveau nous faire confiance. Et bien ça commence dimanche. Merci à vous. Donc rendez-vous dimanche, dans quelques jours justement précisément. Luc Carvounas, sénateur maire du Parti Socialiste d'Alfortville, candidat législatif dans la 9e circonscription et le porte-parole du Parti Socialiste pour les législatives. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Demain, autre invité, vous savez, c'est le candidat En Marche, Sébastien Ménard, qui sera avec nous à votre place ici même pour parler du second tour et avec autant de plaisir, vous le savez, au 01 53 48 3000. À demain, merci à Fabrice à la réalisation. Ciao, ciao. 9h, 10h, l'actu c'est toi. Adil Farkan.